bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande joie d'être là avec vous et d'écouter les débats et les orateurs. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il faudra vraiment s'interroger sur ce que veut dire la gauche, en particulier en France, parce qu'on continue en fait à appeler gauche ce qui est très clairement maintenant la droite. Enfin, si on continue d'ailleurs tout court à garder cette dichotomie-là, je crois qu'elle a encore toute sa force, mais très clairement, les frontières sont à redéfinir complètement. Hein. Peut-être pas les frontières des anciens pays coloniaux, hein, des anciens pays colonisés, plus exactement, posent des problèmes. Des fois, on discute de ça, mais on ne discute jamais de savoir où est la gauche. Et maintenant, c'est tout à fait clair. Ce qu'on continue à appeler la gauche, qui comprend, comme tout le monde sait, le Parti Socialiste, et même, pardonnez-moi, une grande partie de ceux qui continuent à être à gauche du Parti Socialiste, pour moi, très clairement, n'est plus du tout de gauche. Le gouvernement actuel qui continue à s'appeler gouvernement issu d'un Parti Socialiste est un gouvernement de droite. Bon, peut-être que ça, c'est une évidence pour tout le monde, mais on continue à dire de gauche. Enfin, on hésite, une fois on dit de gauche, une fois on dit de droite, on ne sait plus trop quoi. On dit jamais du centre d'ailleurs, qui est à droite, comme tout le monde sait. Enfin bon, on est dans une immense confusion et un immense tabou. Et on reste prisonnier de ces terminologies qui nous sont imposées, qui sont exactement de même nature que celles dont tu viens de parler. On continue à être forcé d'appeler gauche ce qui est clairement droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, la totalité de l'espace des débats, pas seulement politiques, mais même des débats culturels, je vais dire, oppose la droite à l'extrême droite, qui va d'ailleurs largement au-delà du Front National, qui empiète très largement sur ce qu'on continue à appeler la droite, c'est-à-dire la droite traditionnelle, qui est en fait d'extrême droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Il y a eu une dérive des continents extraordinaire, qui n'a pas emporté d'ailleurs toutes les fractions de notre peuple, de nos peuples, qui sont restés grosso modo là où ils ont toujours été, même si la composition sociologique, disons, de classe a beaucoup évolué. Mais il existe toujours des prolétaires, des dominés, ou des pauvres, hein, et des riches. Et à peu près toujours dans les mêmes proportions, à ma connaissance, non? Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Bon, vous comprenez? Mais par contre, les débats politiques, donc aussi évidemment leur reflet dans les médias, sont monopolisés en gros par la droite et l'extrême droite. La droite comprenant le Parti Socialiste et même, je tourne autour du pot pour ne pas le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, même un peu plus à gauche, entre guillemets, que le Parti Socialiste. Pardon, je ne voulais pas du tout parler de ça, mais c'est ça que ça m'a inspiré. Et on comprend un peu mieux d'ailleurs pourquoi tant des nôtres sont tentés par les sirènes du Front National, qui est ce qu'il est, mais qui nous a littéralement pillés, qui a piqué notre programme, qui a piqué nos rhétoriques, qui nous lamine. Et quand on n'est même pas là pour défendre un minimum de dignité pour le peuple français, eh ben elle y va. La Marine Le Pen, elle prend le micro et elle le fait avec le brio qu'on lui connaît. Hein, et ses généraux, ses colonels en font. Et vas-y que ça part massivement vers le Front National. Ça, c'est le plus grand problème pour nous aujourd'hui. Puisqu'on n'a plus de la maîtrise du vocabulaire, on n'a plus d'accès, disons, à nos concepts, à nos théories, qui sont celles, je le dis clairement, du marxisme et de tout ce qui va avec lui, toute l'histoire des luttes populaires et du socialisme, disons, en France. Puisqu'on n'a plus ces partis, ces syndicats qui défendent les intérêts de classe,
des couches populaires, pas étonnant que dans la confusion générale, ça parte par hémorragie quotidienne, massivement vers celui qui crie celle qui crie le plus fort. Hein? Donc évidemment, ce que je viens de dire est absolument fondamental pour nous en France. Mais à condition d'appeler un chat. Ça s'appelle Parti Socialiste, mais ça n'a absolument plus rien à voir, c'est même une insulte au socialisme. Hein? Mais le socialisme, c'est à nous. Ils ne vont pas tout nous voler, les mots et notre histoire, hein? Et les outils de nos luttes, depuis des siècles, depuis des millénaires, je vais dire. Nos valeurs, les valeurs de solidarité, les valeurs d'humanité, ça s'est construit par des millénaires de lutte. C'est pas 10 ans ou 15 ans, ce sont des millénaires de pratiques, d'expériences, de lutte de nos peuples, pas seulement de nôtres ici en France, mais de tous ceux qui sont venus apporter au peuple français pour le constituer, et au-delà de lui, qui ont toujours été fascinés par ce qu'il a pu faire dans l'histoire, et en particulier une révolution, et plusieurs autres après, 1789, et tout ce qui a suivi après, jusqu'à la Commune, et au-delà, et la Résistance, et tout ce que continue, au fond de lui, de porter le peuple français. Pardon de cette envolée, mais je voulais commencer par là. Se réapproprier nos concepts, nos théories, notre histoire, et en être fiers. Sinon, on aura le Front National, on aura la punition suprême. Non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est potentiellement puissant, mais qu'on n'en a même pas conscience. Par nos divisions, nos insuffisances, nos limites particulières, nos sectarismes aussi, nos conflits parfois minables, dans la vraie gauche, on n'a pas conscience de notre force extraordinaire. Alors, ça part comme ça. Après avoir roué de coups notre pauvre gauche, vraie ou fausse, je vais rouer de coups la gauche, vraie ou fausse, latino-américaine. Pardonnez-moi, pour ceux qui rêvent parfois à des choses qui n'existent pas forcément. Je vais m'expliquer. Il y a évidemment, dans le triste spectacle qu'offre le monde aujourd'hui, l'Amérique latine qui continue de montrer le visage d'avancées révolutionnaires. Je vais les appeler comme ça que je les ai appelés dans un livre, des avancées révolutionnaires. Parce que je crois qu'elles doivent être considérées comme telles. Toutes limitées qu'elles soient. Ce sont de véritables avancées révolutionnaires qui valent aussi pour nous, qui ont une portée universelle. D'abord, il y a l'avancée la plus prononcée, la plus solide et si fragile en même temps, l'avancée qui est à la fois anti-impérialiste et anticapitaliste. Dans cette catégorie-là, il y a et il n'y a pour l'instant que Cuba. Cette immense force que lui donne cette expérience de plusieurs décennies de révolution fait en même temps sa faiblesse. Très clairement. Comment réussir à construire le socialisme, non seulement dans un seul pays, mais dans un tout petit pays, une petite île, où il n'y a pas de pétrole, où il n'y a rien, pour dire les choses, à part les Cubains et les Cubaines. C'est-à-dire déjà beaucoup, mais pas beaucoup plus de richesse. Un peu de nickel, ce qui reste de canne à sucre par-ci par-là, un tout petit peu peut-être de pétrole. Quoi d'autre? Quoi? Il n'y a rien. Alors on voudrait que Cuba réussisse, soit un pays émergent, comme on dit dans les banques américaines. C'est pareil que tous les autres ils sont émergents. Maintenant que tu peux candidater n'importe qui. La Colombie, c'est un pays émergent. Ou candidat à l'émergence, pardon. Il y a des catégories. Ils vont finir par l'être. Un peu d'effort. Ils sont spécialisés dans l'exportation de fleurs. C'est sympathique, comme pays émergent.
on a réduit peut-être le pays de plus grande culture, avec le Mexique. Les quoi, bien sûr, mais on va dire presque un pays culturellement autosuffisant, qui est la Colombie. Exportateur de fleurs. C'est mignon, non? Ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Des fleurs. Pour ce pays dont il a parlé si bien. Je veux dire par là, il y a Cuba. Cuba, ça doit donc résonner d'une manière toute particulière pour nous. Toute particulière. C'est pour ça que je dirais très rapidement, pour qu'on ait le plus de temps pour discuter ensuite, je dirais qu'il faudrait ne pas aimer Cuba socialiste, je dis bien Cuba socialiste, pour ne pas être inquiet aujourd'hui de risques portés par les réformes. Que ce soit l'origine de ces réformes, pourquoi elles ont été initiées, mais aussi la forme que prennent ces réformes. Je m'expliquerai. Parce qu'on ne peut pas tolérer trop de malentendus sur ce que je viens de dire. Mais je crois que je peux le formuler comme ça. Je suis personnellement très inquiet par les réformes qui sont en cours à Cuba, qui étaient nécessaires et peut-être même indispensables. Là, je pense avoir poussé le paradoxe au sommet dans ce régime. Mais je présenterai les choses comme ça. Ensuite, il y a les autres pays. Parmi ces autres pays latino-américains, il y a les plus avancés qui viennent avec Cuba, après Cuba, je dirais, parce qu'il y a moins d'expérience révolutionnaire. Il y a des pays qui sont à la fois, dont les régimes sont à la fois anti-impérialistes, clairement anti-impérialistes, et non pas tant anticapitalistes, mais plutôt anti-néolibéraux. Ce sont des régimes anti-néolibéraux. Même si, très clairement, leur transition se revendique d'une façon ou d'une autre du socialisme, d'une forme de socialisme. Là-dedans, il y a ce qu'on aime aussi, évidemment, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, mais ces processus engagent des transitions extrêmement complexes, lentes, longues, très contradictoires et, je dirais, singulières, incomparables. En clair, le positionnement, le degré de tolérance de structure capitaliste diffère de pays à pays, doit différer de pays à pays. Ok ? Ça veut dire, d'une certaine manière, je crois aussi, l'ampleur des critiques d'amis, de camarades, et la solidarité est totale, inconditionnelle, vous imaginez bien, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais peut-être que mon discours est un peu, disons, confus, mais je suis sûr que dans les contradictions que je soulève, il y aura des questions et des réponses qu'on aura qui permettront de lever certaines ambiguïtés. Le degré de tolérance de la persistance de structures capitalistes n'est pas le même en Bolivie ou au Venezuela, ok ? Parce que le Venezuela est un pays, entre guillemets, riche et la Bolivie, un pays très pauvre. Donc les stratégies de transition socialiste, nécessairement, ne peuvent pas être les mêmes. Vous comprenez ? Ils ne peuvent pas avancer de la même manière, ils ne peuvent pas avancer au même rythme, ils ne peuvent pas avancer par les mêmes chemins. Bon. Donc, c'est complexe. Ensuite, il y a un autre groupe de pays, où là, les choses sont plus claires, d'une certaine manière. Ce sont des pays très clairement progressistes, qui entrent par beaucoup de côtés dans la catégorie de ceux qui méritent les éloges que tu as formulés tout à l'heure. C'est-à-dire, parfois, certains de leurs dirigeants ont dit non aux États-Unis. Et c'est déjà beaucoup, il faut l'écouter. Il est d'Amérique latine, il sait ce que c'est que de dire non aux États-Unis. C'est le critère de démarcation premier.
de ce qui peut éventuellement commencer à déterminer une gauche latino-américaine. Non, l'anti-impérialisme, c'est la base depuis Bolivar, et même peut-être avant. En tout cas, très clairement depuis Bolivar. Déjà. Là-dedans, il y a le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, d'autres encore. Bon. Avec des limites extraordinaires quand même, non? Avec des expériences qui, à mon avis, ont déjà touché leurs limites. Parce que les ambiguïtés qu'elles soulèvent maintenant sont tranchées. Qui, ici, croit sincèrement, je vais le dire de manière extrêmement provocatrice pour susciter le débat, croit ou défendrait que Lula ou Dilma Rousseff sont de gauche, que la direction du Parti des travailleurs au Brésil est une direction, le parti de gauche. Moi, je me pose des questions. Parfois même, je me demande si la ligne anti-impérialiste, qui est relativement problématique au Brésil, vous savez, le nationalisme est une caractéristique du Brésil, jusque même certaines composantes de ses forces armées de droite. Mais l'anti-impérialisme, non, c'est une complexité du Brésil. Mais il faut se demander parfois si la direction majoritaire du PT a une ligne anti-impérialiste. Moi, je me pose la question. Enfin, je ne me pose plus la question. J'ai déjà répondu, mais je vous pose la question. Je ne veux pas vous imposer ma réponse. Mais je suis en train de vous dire que finalement, le PT, il n'y a pas de duplication. Le Sud ne suit pas le Nord. C'est pas ça, avec 30 ans de retard. C'est pas ça que je vais dire. Je dis, il y a quelques ressemblances entre l'évolution du PT et l'évolution, par exemple, de notre Parti socialiste. Non, ça peut se comparer. Il y a des différences gigantesques, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes continents, c'est le centre et la périphérie, c'est l'histoire d'un parti qui est né dans les luttes ouvrières sous la dictature militaire, alors que le Parti socialiste, en France, il a une toute autre trajectoire. Mais disons, dans le comportement de ces deux gouvernements, Parti socialiste ici, 81, 86, PT au Brésil, 2002, Lula jusqu'à 2010, Dilma et la réaction, finalement, il y a des convergences qui se dessinent. Donc, je soumets ça comme hypothèse de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est arrivé là aux limites du soutenable, si je puis dire. Mais les autres pays, c'est-à-dire les pays dont les régimes restent de droite, voire d'extrême droite, en général, on les oublie complètement dans la solidarité. Presque, sauf des associations ou des groupes de solidarité très spécifiques, locaux, en fait. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, les luttes qui sont peut-être, de toutes les plus héroïques, peut-être des camarades qui continuent à se battre sous des régimes dont certains mériteraient d'être qualifiés de néofascistes. Je pense évidemment à la Colombie. Ah, mais Santos, et non, c'est pas Uribe, ou c'est pas le ministre de la Défense d'Uribe qu'il a été. Il a beaucoup changé, Bon, bien sûr, il faut introduire des nuances, mais il faut aussi garder la tête froide et regarder la réalité telle qu'elle est. Il y a eu des progrès par rapport à Uribe. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de pire par rapport à Uribe? Non? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de pire à part la généralisation complète de la guerre civile? Bon, vous voyez, il y a la Colombie, peut-être en un, le Mexique, qu'on oublie complètement. Le Mexique, en général, on n'en parle pas, comme s'il n'existait plus.
C'est-à-dire le pays qui a produit la plus grande révolution, la première, une révolution paysanne, une révolution extraordinaire, qui plonge ses racines jusque dans le fait que ce pays a été coupé en deux par une guerre contre les États-Unis. C'est-à-dire, en fait, le pays qui a les États-Unis de l'autre côté d'un fleuve qui lui appartenait il n'y a pas si longtemps. C'est fini. Le futur du Mexique n'existe plus. Non, c'est ce qu'on nous raconte dans la presse, non? Le futur du Mexique. Ah, parce qu'il est coupé en deux. Parce que le nord du Mexique, en gros, a été phagocyté par les États-Unis et le sud a plongé dans le fond, c'est-à-dire dans l'indianité, hein, dans le sous-développement total, le pays des barbares. Non, le Mexique, les luttes au Mexique sont extraordinaires. Les camarades mexicains sont extraordinaires. La difficulté de leur stratégie politique, en particulier dans la convergence des luttes des communistes, pour aller vite, au sens large, y compris des mouvements sociaux d'ailleurs, et des zapatistas, des néo-zapatistas, cette convergence-là peut produire un changement au Mexique. Alors il faut s'intéresser de près aussi à ce qui se passe là-bas. Et il y a les autres, le Honduras qui continue d'exister depuis 2009, et le Paraguay qui n'en finit pas d'être ce pays martyr, et le Chili et les autres. Donc la solidarité, elle doit aussi s'étendre largement aux luttes. Tu parleras peut-être de la lutte en Colombie, avec le paro national et la lutte campesine des paysans pour l'accès à la terre. C'est absolument fondamental ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. Absolument fondamental pour le futur du continent. Même si je crois que le jour où il y a eu le plus de morts dans la répression du paro en Colombie, il n'y a pas eu une notice, il n'y a pas eu une information à la télé française parce que ça tombait en même temps que le premier reflux, le premier camouflé encaissé par Hollande et Fabius dans leur pseudo-négociation entre Barack Obama et Poutine. Donc, au moment où on tirait dans la foule à Bogota et dans plusieurs villes du pays, avec des morts, en Colombie, et ça, il n'existait pas. Tout allait bien, comme d'habitude en Colombie, le pays le plus démocratique du continent, comme on l'appelle parfois. Alors ça, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Et tout ça dans le vaste mouvement des régionalisations continentales. Elles ont une taille continentale, certaines, qui emportent les différents pays latino-américains depuis quelques années. Mais en n'oubliant pas que, aussi importantes que soient ces expériences, ces avancées historiques, très certainement historiques, le flou demeure quant au contenu de ces avancées. Il n'est pas absolument garanti que toutes ces régionalisations qui avancent, qui ont l'avantage énorme que de marquer une prise de distance par rapport aux États-Unis, produisent des résultats positifs, se constituent d'un contenu progressiste. Ça, on n'est pas garanti. Enfin, il n'y a aucune garantie qu'on arrive à ça, parce qu'évidemment, la stratégie des États-Unis reste très active, y compris au sein de ces régionalisations. Et pas seulement par les propositions d'accords de traités de libre-échange bilatéraux, qui ont été pendant très longtemps leur vecteur numéro un de destruction, de tentative de destruction de cette logique de régionalisation autonome, disons, des pays. La lutte continue au sein même des instances de ces régionalisations. Compte tenu de tout ça, on se rend compte que les défis que doivent affronter les peuples latino-américains sont immenses. Des défis absolument gigantesques. Pourquoi? D'abord parce que ces processus dont j'ai qualifié certains d'avancées révolutionnaires sont réversibles.
Ces révolutions peuvent tomber. Elles sont menacées chaque jour. Pas seulement la personne de leurs dirigeants, de leur président, on en a parlé il y a un instant, mais elles sont menacées par des divisions, par des conflits, par des contradictions politiques, économiques, sociales, des contradictions dont il n'est pas sûr qu'elles se solderont par des victoires. Ce sont des transitions complexes, je le dis, mais extrêmement vulnérables. Extrêmement vulnérables. Ce qui exige de nous, évidemment, de renforcer sans cesse la solidarité. C'est précisément parce qu'elles sont vulnérables qu'elles doivent continuer à avancer, qu'elles doivent même s'approfondir. Parfois, on hésite. Même au Venezuela, peut-être qu'il faut ralentir les avancées, peut-être qu'il faut tenter de les consolider, peut-être qu'il faut même se contenter d'une répartition de la rente pétrolière telle qu'elle a pu opérer jusqu'à présent. Je pense que ce serait une erreur tragique, de se contenter de ça. Non, une révolution doit avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons garder à l'esprit la nécessaire violence de l'affrontement qui opposera les classes dominantes dans ces pays qui sont sur place. On n'est pas comme à Cuba. Et les classes populaires. L'affrontement qui vient, pas qui a eu lieu, l'affrontement qui viendra nécessairement avec l'approfondissement de ces révolutions. Au Venezuela, c'est très clair. Très clair. Les classes dominantes, qui ne sont plus exactement les classes dirigeantes, sont là. Elles sont à Caracas, à Maracaibo, elles sont dans le pays. Elles ne sont pas à Miami, elles sont aussi à Miami. Mais elles peuvent faire l'aller-retour Miami-Caracas dans la journée, et même plusieurs fois si elles en ont les moyens. Et elles en ont les moyens. Donc, ça c'est une réalité qui distingue radicalement ces processus de la révolution cubaine. La question, pour ceux qui veulent chercher des époux, maintenant que l'ambassadeur n'est plus là, où sont les classes dominantes cubaines? Y a-t-il des classes dominantes à Cuba? Ça, ce serait une bonne question. Je n'y répondrai pas, si quelqu'un veut se lancer, mais moi, même sans que l'ambassadeur soit là. Non, enfin, je plaisante, mais en fait, ce serait intéressant de réfléchir quand même. La révolution continue dans la révolution, comme disait Martin. Il reste toujours des classes sociales dans la révolution. Sinon, quoi, on serait arrivé au communisme, alors, comme un terminus, quoi, on descend tous et puis ça y est, c'est tranquille, il n'y a plus de classe. Non, ça continue à la pérea, elle continue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'important dans toute cette affaire, c'est de bien identifier l'exigence de consolider le front contre les classes dominantes. Pas contre les États-Unis de manière abstraite, mais très clairement contre les classes dominantes aux États-Unis, c'est-à-dire les classes au service de la haute finance mondialisée et, lorsqu'elles collaborent avec elle, les classes, les élites dirigeantes, c'est-à-dire les élites qui dirigent les États localement dans chaque pays d'Amérique latine. C'est ça la ligne de démarcation, à mon avis, dans cette affaire. Donc, je reviens au Brésil. C'est pour ça que la responsabilité des dirigeants du PT est immense dans cette affaire. Le Brésil, c'est pas rien. Le Brésil, c'est de loin, le plus gros pays du continent. De très loin, la plus grosse économie du continent. Un pas en avant du Brésil, c'est tout le continent qui bouge de plusieurs pas même. Alors, il faut regarder clairement ce qui se passe au Brésil. Et moi, je ne suis pas content, quoi. Enfin,
comme on n'en parle jamais, comme s'il n'existait pas le Brésil. Ils parlent portugais, ces gens-là, alors on n'en parle pas. Bon, c'est vrai qu'ils se font quand même pas mal, ils tournent pas mal le dos à l'Amérique latine, quoi. Ils regardent vers les États-Unis, ils regardent vers l'Europe, plutôt vers les marchés états-uniens et de l'Union européenne. Mais le Brésil, à mon avis, aurait un rôle à jouer, et très clairement, il ne le joue pas. Ou si peu. Un peu, quand même, évidemment. La déroute de l'ALCA, en 2005, ça a en grande partie été grâce au non que Lula, à l'époque, a lancé à la face de Bush fils. Ça, c'est vrai. Comme l'Argentine l'a fait, comme les pays du Mercosur, disons. Ça, c'est vrai. Mais quoi? Qui a le plus gueulé? Qui a le plus gueulé, de l'Espagne, des États-Unis ou d'autres, lorsque Evo a nationalisé le gaz en Bolivie? Qui? Les dirigeants de Petrobras, c'est-à-dire d'une compagnie publique, d'un gouvernement, comme on l'appelle, de gauche. Lula, misère, office, qui a travaillé à 15 ans, à 14 ans même, un ouvrier, héros des luttes, des grandes grèves sous la dictature. Qui va insulter Lula? Qui? Au Brésil, il est aimé profondément, non sans raison. Mais c'est ces gars-là qui ont gueulé le... Lula, il a attendu 1 an avant de leur dire fermez vos gueules. Hein? 1 an. Pendant 1 an, la direction de Petrobras, qui s'est comportée pire qu'une multinationale privée de Hollande, je ne sais pas où. Hein. C'est eux qui se sont rués sur les Boliviens pour dire non, on continue à importer le gaz à un prix honteusement bas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on dit rien, parce qu'il est gouvernement de gauche, parce que c'est une entreprise publique, on se ferme la bouche. Mais c'est juste une honte, quoi. C'est juste une honte. Enfin, pas mieux que nos socialistes, entre guillemets, à nous, qui crient à la guerre. Non? Ils veulent la guerre quand les États-Unis se calment un peu. Je dis pas le gros mot, vous le choisissez. De socialistes, entre guillemets, qui crient à la guerre. Comme s'il n'y en avait pas assez, quoi. Quelle est la prochaine? Non. Mais il faut bien regarder les choses. Le Brésil, la gauche, les camarades brésiliens, ils ont ça dans le ventre, pour l'immense majorité d'entre eux. L'immense majorité d'entre eux. Ils ont cette douleur-là dans le ventre. Alors c'est ça que nous amène le PT. Je ne parle même pas de la corruption, qui est presque aussi de haute voltige que la nôtre. Ok? Le responsable du budget qui a fraudé comme un malade après avoir été conseiller du ministre de la Santé dans ses habiles négociations avec les grands groupes pharmaceutiques. On a le droit ça en France, mais au Brésil, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal non plus. Alors, il y a quelques jours, vous avez vu le mec qui s'occupe de contrôler les collectes des multes, des paiements d'amende. Le gars, il fraudait aussi. Alors, allons-y. Enfin, mais le Brésil, c'est pareil. 8 ministres ont dégagé entre la fin de la mandature de Lula et le début de la première mandature de Dilma. 8 pour affaires de corruption. On a les mêmes affaires en France, quoi, non, à peu près. Donc, c'est tout à fait comparable. Et il ne faut pas se gêner, je crois, de leur envoyer dans le nez. C'est vrai qu'il faut se front, c'est vrai qu'il faut dire non aux États-Unis. Mais il ne faut pas relâcher, à mon avis, même en ce moment historique d'extrême fragilité, il ne faut pas relâcher la pression sur la direction du PT, qui évolue très mal, très très mal. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Dans quel pays il y a eu les plus grandes manifestations de rue depuis 20 ans? Le Brésil. C'est-à-dire, dans le pays qui a vu, après 3 élections présidentielles perdues, et des concessions immenses faites, pas seulement au centre, à la bourgeoisie, mais jusqu'à la bourgeoisie brésilienne de droite. Toutes les concessions qu'a pu faire la direction du PT, malgré son histoire particulière, née là où j'ai dit qu'elle est née, cette expérience.
sous la dictature militaire, et c'est pas rien. C'est ce gouvernement-là qui a ces émeutes-là et qui réagit de cette manière-là, c'est-à-dire en disant, en gros, on ne va rien changer, sauf un petit peu, avant les élections quand même, il ne faut pas les perdre, en 2014, un petit peu le mode de représentation politique. Non. Alors vous allez me dire, il y a la Bolsa Familia, ça a changé la vie des Brésiliens, merveilleux. Non, on va dire, les clans les plus éclairés, les plus lucides de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, s'il y a des fractions éclairées et lucides au Fonds monétaire international, ce dont je doute, à la Banque mondiale très certainement, c'est de là que sortit Stiglitz. C'est exactement cette stratégie-là qu'on voulait. Hein. La Bolsa Familia, d'ailleurs, ça existait avant, hein, au Mexique, au Chili, sous d'autres formes, avec pas cette ampleur-là qu'a pu donner Lula, mais ce sont des dispositifs d'assistance sociale absolument comparables à ceux qui existaient en Colombie. Il y avait aussi eu des programmes d'assistance sociale en Colombie, localement, à Bogota en particulier, qui ressemblent à s'y méprendre à la Bolsa Familia. Donc, c'est pas ce qu'il faut, je pense, pour le Brésil. Vous avez dit, pourquoi il parle tant du Brésil? Parce que je crois que c'est très important. Très, très, très important de faire réentrer dans le débat ce qui se passe au Brésil. Très important pour l'avenir de l'Amérique latine. Et ça suffit? Non, je ne crois pas. Il y a aussi là-bas toutes les insuffisances de la gauche, entre guillemets, ou du centre-gauche, si ça a un sens de parler de centre-gauche, les incohérences argentines, les compromissions chiliennes, non? Tant d'autres insuffisances des gauches, entre guillemets, latino-américaines, qui expliquent l'accentuation de la confusion généralisée, les freins, peut-être, aussi, imposés à l'approfondissement des transitions socialistes, entre guillemets. Ça fait beaucoup de guillemets, comme vous voyez, parce que je crois qu'un grand problème, c'est en fait la confirmation par beaucoup de ces gouvernements, des élites dirigeantes, je dirais. Je vais même faire, encore une fois, très, très, très provocateur, douloureusement provocateur, jusque dans des gouvernements révolutionnaires. C'est la réaffirmation du choix de la voie capitaliste du développement. Je crois que c'est le fond du problème. Le fond du problème. Le problème, c'est pas de savoir si le néolibéralisme est bon ou mauvais. On sait tous, et surtout les élites de droite, les élites de la haute finance, savent mieux que nous que c'est en crise. Ils la gèrent quotidiennement, cette crise. Enfin, ils la gèrent. Vous comprenez ce que je veux dire. Ils essayent de sauver le maximum de capitaux, de leurs capitaux qu'ils peuvent sauver. Mais je crois que la grande illusion, pour être tout à fait complémentaire de ce que tu disais, dans mon domaine, en économie, disons, je suis économiste, je me rends compte qu'une grande partie, comme tu l'as dit, de la gauche continue de garder au fond d'elle la conviction, l'illusion que le capitalisme, c'est la voie du développement. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va dire parce que le communisme est mort, ça s'est effondré, l'Union soviétique, machin truc. Parce que les autres vont dire la Chine, de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec Mao, c'est tellement évident. C'est tellement évident, on parle tous de chinois, on lit tous la presse chinoise tous les jours. C'est de toute façon, on nous le dit tout le temps, on a encore une connerie qu'on nous dit.
il n'y a plus de lutte là-bas, c'est une économie capitaliste point barre, capitalisme à la chinoise, alors il faut juste de la régulation. Non, mais comme si c'était des cons, les Chinois. Comme si c'est nos connards de régulationnistes ici, qui, pardon, ça n'a rien à voir avec l'école de la régulation, hein, c'est tous ceux qui veulent introduire de la régulation dans le capitalisme. Allez leur donner des conseils aux Chinois, ils ne sont pas assez bons pour savoir ce qu'ils doivent faire, non. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça pour dire quoi? Alors on ne discute plus de la rupture par rapport au capitalisme? Eh bien non, bien sûr que non. On discute de est-ce que le capitalisme a une alternative? Non, on le sait, on nous l'a dit depuis 30 ans, il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Eh bien si. Hein? On doit juste discuter de savoir si le néolibéralisme c'est bien ou mauvais. Ah ça oui, alors là on a le droit. Et allons-y, le débat est là-dessus. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Il y a une crise dans laquelle l'onde profonde qui marque l'entrée dans une phase d'effondrement du capitalisme. Le problème n'est même plus de savoir si c'est bon ou mauvais le capitalisme. Le problème est de savoir comment on va en sortir. Parce qu'il est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer. Ça ne va pas tomber demain matin, hein, à 7h15. Non. Hélas, non. Ce sera un peu plus tard. Peut-être même pas en fin de soirée. Hein. Non. Ça va prendre des décennies. Mais là, des signes assez massifs nous montrent que cette crise structurelle, systémique, il n'en sortira pas vivant, ce système. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va crever avec lui? Est-ce qu'on va accepter de se fermer la bouche et de mourir avec le système qui est en train de mourir et qui veut mourir avec lui? Moi, je pense que non. Ce que nous montre l'Amérique latine, c'est précisément ça. C'est que les peuples se débattent pour sortir de ce piège. Bon. Donc, le fond du problème, c'est ça. Y compris au Venezuela, y compris en Bolivie, y compris en Équateur, y compris à Cuba. Il y a l'illusion, chez beaucoup, chez certains, que finalement, la planche de salut, c'est l'intégration dans le système mondial capitaliste. C'est la voie capitaliste, évidemment, pas néolibérale, hein, une voie capitaliste, à la chinoise, à la vietnamienne, à ce que vous voulez. Non, ça je crois que c'est le pire danger, ça c'est le poison. Ça c'est ce qui peut tuer ces révolutions. C'est ce qui peut, le refus d'affronter ce système et d'en sortir. Voilà, je termine juste, je vois que j'ai trop parlé, je me suis pas rendu. Le décor qui est le nôtre, je le rappelle juste pour terminer quand même, c'est l'absence quasi totale de solidarité internationaliste au Nord. C'est-à-dire, ces pays qui se débattent, ces peuples qui luttent jusqu'à la mort. Enfin, vous comprenez bien, aucun de ces peuples ne perd, ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, la conviction que si ces processus révolutionnaires s'approfondissent, pour eux, c'est un risque de guerre. C'est la menace d'une guerre contre les États-Unis, non? Tous les Cubains ont ça dans la tête, tous, jusqu'aux enfants. Ils le savent. Il y a des endroits, des souterrains, où il faudra se cacher si, un jour, il y a des bombes qui tombent. Tous les Vénézuéliens révolutionnaires, tous savaient parfaitement, ont su, dès le début, que ce qu'ils engageaient, c'était une confrontation avec pas l'Empire, l'impérialisme, et que l'impérialisme, le moment où il le déciderait, pourrait intervenir militairement. Ce sont des... Donc, ils ont ça dans la tête, eux, et nous, ouais, qu'est-ce qu'on a? Nous, il n'est même plus absolument évident pour nous que la solidarité internationaliste avec ces peuples en lutte soit vitale pour nous. Bon, c'est un truc accessoire. Vraiment, pour les meilleurs d'entre nous, c'est en plus du boulot, quoi, je dirais. Hein? On ne peut pas avoir la journée de travail et tout, il y a les partis sont tous de briques
syndiqués de Broc, machin, il y a des petits... Enfin, on milite comme on peut, on n'en peut plus, on est crevé. Mais il n'y a plus dans les organisations partisanes et syndicales de gauche, de la vraie gauche, il n'y a plus du tout cette solidarité internationale. Et ça, on risque d'en crever nous. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au fond, c'est pas seulement qu'on est fatigué, ou qu'on n'y croit plus, ou que... Non, c'est simplement que le choix est fait chez la plupart de nos dirigeants. Le choix, c'est d'accepter un partage de la rente impérialiste. Nous sommes un pays du Nord. Non? La France, les pays européens, nous sommes des pays impérialistes. On le sait tous. Dans ces pays impérialistes, il y a des groupes, des oligopoles financiers, bancaires, des transnationales, qui la plupart du temps leur appartiennent, qui pompent du surplus produit par les travailleurs du Sud, qui est évidemment réinjecté pour les classes dominantes, les classes souvent d'ailleurs dirigeantes aussi de ces pays du Sud, mais en très grande partie aussi pour nos oligopoles. Et ces oligopoles du Nord, financiers, la dette, les remboursements d'investissements directs étrangers, les investissements de capitaux spéculatifs, d'investissements de portefeuille, comme on dit, l'échange illégal, des miettes pour nous. Ça passe par les impôts, ça passe par les cotisations sociales, ça passe par des primes, ça passe par des petits bacs-chiches qu'on donne à un tel ou un tel. T'inquiète pas pour ta retraite. C'est une réalité, ça, non? On le sait tous quand même. La corruption, des fois. Le résultat, c'est quoi? C'est que la plupart de ces directions partisanes et syndicales de gauche acceptent l'inacceptable. C'est-à-dire acceptent de s'aligner, souvent bon gré mal gré, souvent même à l'insu de leur plein gré, comme disait l'autre, de s'aligner sur la ligne impérialiste. Mais c'est quoi cette stratégie-là? C'est quoi? Mais c'est la ligne du Front National. C'est très exactement ce qui sépare notre camp du Front National. Lutte anti-impérialiste, refus de la rente impérialiste, solidarité avec le Sud. Front National, extrême droite, racisme, xénophobie, désignation de bouc émissaire, acceptation de la rente, du partage des miettes pour la classe ouvrière du Nord, de la rente impérialiste. Pourquoi est-ce que ça fuit tant? Pourquoi est-ce que ça passe massivement dans nos rangs de nos organisations traditionnelles, historiques, disons, vers le Front National depuis quelque temps? Pourquoi? Parce qu'ils nous ont piqué absolument l'essentiel de notre programme, en mentant, une fois de plus, à la classe ouvrière, totalement déçue par des décennies de mensonges des élites institutionnelles, et parce qu'il y a au bout l'affrontement avec le Sud. C'est ça, la clé de l'affaire, elle est là. Est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non à cette rente impérialiste? Nous, on a choisi de dire non, mais c'est pas tout à fait clair, puisque les appareils de la solidarité internationaliste n'existent plus, le discours de l'internationalisme n'existe plus, c'est plus du tout clair chez la plupart chez beaucoup je dis même, de nos camarades, qui vacillent, ils hésitent, c'est quand même la crise, hein. On en prend tous plein la gueule, et surtout dans les classes populaires. Alors, ça, c'est pour ça que je conclurai en disant, pour nous, on n'a même pas le choix de la solidarité internationale. Elle est juste vitale pour nous. Sans cette solidarité internationale, anti-impérialiste et anti-capitaliste, on n'y passe pas. On passera à la trappe. Donc, il faut bouger, quoi. Comme on l'a toujours fait, mais encore plus. Encore plus, parce que le danger grandit. Le danger grandit. Voilà.
Eric Obama, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, ça bouscule et ça fait du bien. Et je suis resté un peu sur ma faim en ce qui concerne les explications sur Cuba. Attends, il y avait plusieurs... Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Pierre? Bon, s'il vous plaît. Ah bah oui, attends, il veut répondre maintenant, c'était le moment. Ah maintenant? Oui, vas-y. Tu peux reformuler la question? La question, en fait, c'est des approfondissements sur Cuba. Donc, Cuba, pour moi, c'est vraiment très important, comme pour la plupart d'entre nous, comme pour toutes et tous, je crois, ici dans cette salle. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Parce que j'aime trop Cuba, je dis Cuba socialiste, pour regarder, observer, écouter et ne rien dire de plus que il faut défendre Cuba autant qu'on peut, jusqu'au bout, inconditionnellement. Mais, j'ai dit, personnellement, je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que concrètement, jusqu'au dernier congrès, et les résolutions d'avril 2011, j'étais sûr, autant qu'on puisse l'être, que Cuba disposait d'un système économique imperméable au capitalisme. Le marché, les mécanismes de marché étaient rentrés massivement à Cuba depuis la période spéciale. Mais le génie extraordinaire de quelques économistes cubains et des dirigeants de la Révolution avait pas des mécanismes d'une complexité surprenante dont fait partie la dollarisation, le mécanisme de la dollarisation et de la dualité du taux de change et de la monnaie nationale, du taux de change et de la monnaie. Il y avait deux monnaies et deux taux de change. Il y a eu trois. Ils étaient parvenus non seulement à sauver le système socialiste, mais d'une certaine manière à le renforcer. Je dis renforcer parce qu'ils ont en plus réussi l'exploit, le tout dans la consultation populaire. Ce qui est difficile à imaginer, mais il y a eu beaucoup de discussions, donc d'engueulades entre eux. C'est ce qu'on ne comprend pas bien, on pense que c'est monolithique, enfin pour nous c'est une évidence, mais pour beaucoup au-delà de nous, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des discussions entre Cubains. Fidel parlait, Raoul, tout le monde s'écrasait, un gros petit carré comme en Corée du Nord, et hop, tout le monde avance. Non,
C'est pas comme ça, sinon la révolution elle serait tombée. D'ailleurs, ça peut pas être comme ça non plus en Corée du Nord, entre parenthèses. Hein. Ça, je connais rien. Mais ça ne peut pas être comme ça en Corée du Nord, parce que ça tomberait. Enfin, c'est tombé ailleurs, hein, partout ailleurs, hein, ça marchait comme ça. Bon, j'étais sûr que les mécanismes de marché n'étaient pas, je dirais, effectivement des mécanismes de marché capitalistes. Ils étaient des mécanismes de marché potentiellement capitalistes, mais pas encore effectivement capitalistes. Maintenant, je n'ai plus cette certitude. Je vais même dire le contraire. Maintenant, je suis presque sûr que des éléments de mécanismes de marché capitalistes sont introduits à Cuba. Et ça, il va falloir une force extraordinaire aux dirigeants politiques de la Révolution, extraordinaire, un courage gigantesque des nouvelles générations pour faire face à cette réalité. Parce que cette réalité-là, Cuba, c'est pas la Chine. Hein. Le Parti communiste cubain, c'est pas le Parti communiste chinois. Je crains que ça pose des problèmes. Voilà, c'est ça que je dis.